Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat. Nous sommes à l'Institut français de Lubumbashi, la Halle de l'Étoile, un débat sur les biens publics mondiaux, un débat d'actualité bien entendu, dans la mesure où il parle de l'environnement, des questions climatiques. Avec moi, ici à l'Institut français, les professeurs Jean-Pierre Djibou, qui est climatologue et a travaillé sur des questions d'eau, de sol, des forêts. Il est professeur à l'Université de Lubumbashi. Professeur aussi Germain Ngoï Tshibambe, qui est du département des relations internationales à l'Université de Lubumbashi, donc spécialiste des questions de politique internationale. La journaliste Nina Mitch à ma droite, qui a travaillé, elle, sur des questions environnementale dans le secteur des mines, de l'agriculture, mais aussi elle s'intéresse à des questions de changement climatique, et le journaliste Michael Mutombo, qui est rédacteur en chef de la télévision et radio privée de Lubumbashi, Dynamique Radio-Télévision. Il travaille aussi, lui, sur des questions environnementales. Et donc, la question principale dans ce débat, c'est comment inventer de nouveaux modes de gouvernance des biens publics communs, mondiaux. Et c'est de ça que nous parlons. Et pour un essai des définitions, et tout de suite je vais demander à nos invités d'en parler. D'après l'ONU, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un concept pratiquement nouveau, biens publics mondiaux. Il s'agit bien d'une notion qui appelle deux autres, la non-rivalité des biens, mais la non-exclusion aussi de ces biens. Et c'est de ça justement que nous allons parler avec les invités pour préciser ce concept et le comprendre bien. Professeur Jean-Pierre Djibou, biens publics communs, mondiaux, voilà, biens publics mondiaux. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Merci pour la question. Vous venez de le souligner, lorsqu'on parle spécialement de biens publics communs, mondiaux, on voit les aspects importants de quelque chose de commun. Il s'agit de l'air, il s'agit de l'eau, il s'agit de la biodiversité, il s'agit de sol. Et actuellement, on ajoute des éléments beaucoup plus importants en ce qui concerne la sécurité internationale. Et cela veut dire tout simplement que nous sommes dans un monde qui est un système. Et dans un système, tous les éléments sont en interaction fonctionnelle. Ce qui veut dire, quand on parle de biens publics mondiaux, on voudrait inculquer la notion de conscience collective dans l'ensemble du gouvernement et dans l'ensemble des populations au niveau mondial. Autrement que nous sommes une humanité unique et qu'on devrait finalement tenir compte les uns des autres. Exact. Professeur Ngoï Tshibambe, des implications d'une telle définition au niveau international, on voit qu'on veut ramener plutôt la question au niveau supranational, un peu comme pour dire une entrée pratiquement dans ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Bon, évidemment, je voudrais insister sur le fait que lorsqu'on parle de biens publics communs mondiaux, il y a, si je peux appeler, un changement de paradigme. Il ne faut pas tellement qu'on s'empésantisse sur ce terme qui peut impressionner, mais il s'agit seulement d'envisager la nouvelle manière de nous penser en tant qu'êtres vivant sur le monde, sur cette planète Terre qui nous appartient tous, tant que nous sommes. Il faut aussi insister sur le fait qu'on va changer de palier. On part du palier national ou national pluriel vers un nouveau palier au niveau duquel nous devons nous assumer. C'est le niveau mondial, ça veut dire c'est le niveau de l'humanité. Donc il s'agit d'un appel vers un futur, un nouveau futur que nous voulons vivre ensemble
un futur qui va essayer un peu de mettre, non pas sous le boisseau, mais mettre un peu entre parenthèses cette conception qui nous lie trop à nos frontières, parce que les frontières nous divisent, alors que nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre ces jeux de mots qui nous fait entrer vers un nouvel avenir, vers une nouvelle ère. Nous sommes déjà dans la mondialisation, mais ce sont les exigences de nouvelles manières de vivre pour nous assumer et éviter que cette planète Terre, qui est notre mère patrie, ne soit mise en feu et à sang dans des rivalités qui ne nous servent pas. C'est à peu près ça ce qu'il faut considérer. Alors, quel entendement vous avez de ça, de Lubumbashi, Nina Mitch, vous qui êtes sur le terrain, journaliste, est-ce que c'est facile à intégrer, à comprendre à Lubumbashi une notion comme celle-là, biens publics mondiaux, autrement que certaines choses que nous avons comme les forêts, comme le climat, le climat on ne peut pas dire que nous l'avons à nous parce que ça c'est parmi les exemples les plus peut-être concrets de ce qu'on partage avec les autres, mais les forêts, ça, c'est domicilié, c'est sur un territoire qui s'appelle République démocratique du Congo, autrement, c'est-à-dire chez nous et non chez les autres. Est-ce que des notions comme celle-là, ça peut facilement passer pour le grand public? Bon, ça dépend, parce que quand on parle du public, par exemple, ou de la communauté, on distingue les gens qui peuvent lire et écrire et les gens qui ne peuvent ni lire ni écrire. Alors, pour ces gens-là qui ne savent ni lire ni écrire, avec des gros mots bien publics, quand vous leur parlez de ça, ils ne comprennent absolument rien. C'est-à-dire qu'il faut trouver des mots simples pour essayer un peu de leur expliquer en des termes simples pour qu'ils comprennent c'est quoi bien public, c'est quoi bien commun, parce que tout ça, l'eau, les forêts et tout le reste résultent des choix collectifs. Donc, que ce soit ceux qui sont dans des milieux ruraux, tout comme ceux qui sont dans des milieux urbains. Donc, c'est-à-dire que je crois que cette approche d'expliquer en des termes simples le public est vraiment très important pour essayer un peu d'avoir cette compréhension inclusive. Et on pourra y arriver, mais imaginez qu'on vient de dire à une communauté qui est à Kapolowe, c'est dans les environs de Likasi, non loin de Lubumbashi, on va dire, bien, vous voyez l'eau qu'il y a dans cette rivière, nous pouvons la partager avec nos voisins qui sont au Burundi, qui en ont besoin. Une notion comme ça passerait facilement? Ça ne passera pas parce que ça va créer des conflits d'abord. Est-ce que voilà, quand vous dites à cette population-là que l'eau de Kapolowe sera partagée avec la population de la Zambie, bon, ils vont d'abord se poser la question, la source de Kapolowe, ça vient du Congo, comment est-ce qu'on va partager avec les Zambiens, parce que c'est notre bien, ça nous appartient, on ne peut pas le partager avec... Donc il y a tout ça, il y a des choses qui peuvent générer des conflits, et je crois qu'il faut approcher ces gens-là, la communauté par exemple de Kapolowe, comme tu l'as précisé, avec des explications, avec des mots très facile pour qu'ils comprennent aussi facilement. Mais c'est quoi, pourquoi on devrait partager cette eau avec, par exemple, les Zambiens ou bien les Burundais qui sont à l'autre bout de l'Afrique, par exemple? Alors, Michael, est-ce que ça vous donne aussi cette impression que finalement, la notion telle qu'elle vient d'être explicitée, développée des biens publics mondiaux, peut déboucher sur des considérations plutôt, ou des incompréhensions, sinon des conflits? Déjà, au départ, ce terme, il paraît nouveau pour ceux qui vivent à Lubumbashi. Pour le scientifique, ce n'est pas un terme nouveau. Vous avez donné l'exemple de ceux qui vivent à Kapolowe. Kapolowe, c'est très loin. Je prends l'exemple d'un reportage que j'ai tourné récemment au quartier Somika, dans la commune annexe. Dans les périphéries de Lubumbashi. Je peux appeler ça dans le milieu périurbain de la ville de Lubumbashi. Vous allez vous rendre compte que chaque jour, cette population fait face à plusieurs difficultés. Des difficultés liées à la pollution de l'air, mais également à la pollution du sol. Et cette population n'arrive plus à utiliser l'eau, qu'on considère aujourd'hui comme bien public de l'humanité. C'est une question qui paraît très nouvelle auprès de la population de Lubumbashi. Comme Nina l'a dit, il faudrait un travail de fond. Je le dis en des termes clairs, il faudrait un travail de fond. Et c'est un plaisir pour moi d'avoir en face de moi deux scientifiques, des professeurs. Ils ont ce devoir de faire comprendre
à un monsieur qui peut se trouver, une dame qui peut se trouver à Kapolo, au quartier Somika, que tout ce que vous utilisez comme eau, tout ce que vous pouvez utiliser qui rentre dans la biodiversité, qui rentre dans la nature, peut être considéré comme bien public de l'humanité. Donc il y a ce travail, moi je pense qu'il devrait être fait pour faire comprendre à cette population, à cette pauvre maman qui n'a pas eu le temps d'étudier, ou qui n'a pas eu cette chance d'étudier comme nous, de comprendre ces concepts ou ce nouveau paradigme. Alors, professeur Jean-Pierre Djibou, puisque vous avez fait beaucoup de travaux de terrain à propos du sol, mais aussi des recherches sur l'eau, c'est une ressource, même si elle est disponible en abondance au Congo, qui peut quand même susciter des tensions dans la mesure où ça doit se partager, par exemple, entre deux communautés voisines, ou je ne sais pas, mais rentrer dans la notion, la compréhension ou la pratique sinon de ce qui s'appelle biens publics mondiaux dans un contexte plutôt national ou régional. Est-ce qu'en suivre les interventions de mes deux collègues journalistes ici, est-ce qu'on ne débouche pas tout de suite sur des tensions? Est-ce que vous avez déjà fait face à des réalités comme ça? Je voulais revenir avant de répondre à la question. Peut-être clarifier. Je pense que les éléments que les deux journalistes viennent de donner sont des éléments essentiels. Mais je ne pense pas que ce soit seulement les gens de la rue ou les gens qui n'ont pas étudié. Même nous, au niveau des intellectuels, au niveau des universités, beaucoup de personnes ne savent pas que ce que c'est le bien commun, donc le bien public commun, actuellement. Il faut expliquer, et la même difficulté pour justifier le cas d'une forêt à Kapoloé, personne ne comprendrait que ce soit l'eau, mais ça nous appartient. Mais maintenant, je reviens aux éléments. J'ai dit que la Terre, c'est un système. Ce sont des éléments. Et lorsqu'il y a coupure entre les éléments, il y a un problème. Imaginez que pour la ville de Lubumbashi, nous avons de précipitations, de pluie, mais tout simplement parce que les nuages proviennent de la Zambie. Mais d'où vient l'humidité? Cette humidité vient d'une forêt X de la Zambie ou du Zimbabwe. Mais tout simplement, cette forêt existe. Et avec le masse d'air, ça arrive à Lubumbashi, puis ça atteint le point de rosée, et finalement, force de gravité, c'est le son de pluie. Donc, on peut avoir des nuages provenant d'ailleurs, mais qui nous ramènent de précipitations à Lubumbashi. Donc c'est une pluie qui tombe ici qui ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas dire que la pluie que nous avons, c'est ça. Parce que pour connaître la pluie, c'est l'évaporation, c'est l'évapotranspiration. Mais les deux éléments, vous avez, soit pour l'eau, les cours d'eau, les rivières qui vont donner l'évaporation, l'eau qui est liquide qui va changer et devenir pratiquement sous forme gazeuse, mais en étant gaz, ça devient masse, une masse d'air, avec des caractéristiques physico-chimiques et qui se déplace et qui peut faire de milliers de kilomètres et qui peut aller donner des précipitations dans une autre zone qui peut être soit l'Afrique du Sud, soit en fonction où le processus n'a pas commencé. Oui. Donc, la rivière du Kapoloé sert également à d'autres régions sans que les gens du Kapoloé puissent le savoir. Alors, il est difficile de donner tous ces termes-là, expliquer à des gens, certainement, c'est très complexe. Et si vous prenez également la forêt, le carbone, le stockage de carbone, mais on peut avoir notre forêt ici de Miombo ou dans n'importe quel village, mais qui va stocker le carbone provenant d'ailleurs, à des milliers de kilomètres. Tout simplement parce que ça trouve une forêt et il y a le stockage de carbone. Et ce que nous produisons également comme oxygène, ça va aller ailleurs, à des milliers de kilomètres, pour servir à d'autres personnes. C'est pourquoi ça devient quelque chose de commun. Et on préfère maintenant responsabiliser. C'est le mot le plus important dans cette affaire de bien public commun, c'est la responsabilité collective. C'est-à-dire cette fois-ci, si nous pouvons tous gérer le bien des forêts, si nous pouvons tous bien gérer les cours d'eau, alors on pourrait quand même protéger notre maison commune qui est la terre. Donc ça, ce sont des éléments les plus importants. Mais comment expliquer? C'est cela la difficulté. Il faut passer par la sensibilisation. C'est le premier élément le plus important. Il faut sensibiliser, c'est ce qu'on appelle vraiment la logique incitative. Et puis, il faut passer par l'autre logique qui est contraignante.
C'est à ce moment-là qu'on passe par les lois, oui. Par des conventions cadres, par des textes. Est-ce que notre pays a déjà, je pense qu'on arrivera à ça au niveau de la bonne gouvernance, et au niveau, parce qu'actuellement, quand on parle de développement durable, on intègre maintenant l'éthique et aussi la bonne gouvernance. Alors, est-ce que notre pays est prêt à utiliser tous ces éléments? Est-ce que nous avons ces instruments-là juridiques, des contraintes, pour que les gens y aillent? Donc, il y a encore du chemin à faire. Alors là, c'était juste pour essayer un peu de faire comprendre qu'il n'y a pas que nos amis, nous tous, nous sommes dans cette logique de ne pas comprendre que l'air, les sols, l'eau et tout ça, ça nous appartient au niveau. Mais il faut expliquer par rapport au système, la manière dont le système fonctionne. Alors, donc, oui. Je reviens à ce qui concerne les conflits. Et je prends juste un cas simple pour la vie de Lubumbashi. Lorsque nous arrivons pendant la période septembre, octobre, au centre-ville, il n'y a plus d'eau. Il y a des endroits ici où il n'y a plus d'eau. Robinet. Parce que les nappes, il y a un rabattement des nappes, parce que nos nappes phréatiques sont alimentées par les eaux de ruissellement de pluie. Alors, une fois, on a tout exploité, surexploité, il n'y a plus. Mais vous voyez des gens passer avec des bidons. Mais parfois, un peu banal, vous trouverez des gens s'échamailler parce qu'ils doivent puiser de l'eau. Moi, je suis arrivé le premier. Avec des bidons, voilà. Avant moi et j'ai puisé beaucoup, il faut me laisser moi aussi. Et maintenant, la question, même au niveau de la mairie, on a posé plusieurs questions en disant, plus la ville s'étend, est-ce que nous considérons ça comme un atout ou on considère cela comme un conflit? Alors, il faut anticiper la gestion. Plus on aura de gens, plus les gens auront de l'impact sur les ressources naturelles, et les ressources naturelles vont disparaître, la surexploitation, et ça sera les conflits. Et c'est le cas que nous avons. Actuellement, vous avez l'Imbororo, mais il y a un conflit de pâturage. Il y a des gens qui ont besoin de faire des cultures. On a des Mbororo au nord de l'Afrique, donc au nord du Congo. C'est déjà un conflit. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les Mbororo, ce sont des nomades qui quittent le Soudan. Ils descendent parce qu'ils cherchent des pâturages, donc de la nourriture pour leur bétail. Maintenant, ils sont au nord du Congo et quand ils rencontrent quand même des gens qui sont là, ils sont armés. Ils vont tuer pour s'installer. C'est déjà un conflit. Donc, c'est-à-dire, on a des migrants qu'on peut appeler à ce moment-là comme des migrants écologiques. Alors, professeur Ngoï Tshibambe, puisque là, ça touche sûrement à des relations internationales, un groupe ethnique qui vient dans notre pays, qui vient s'installer sur des pâturages, sur un autre territoire, pour des activités agro-pastorales, carrément économiques aussi. Finalement, on trouve des gens qui sont là. Bien, on appartient au monde, mais nous sommes dans la logique territoriale avec des limites géographiques établies, mais il y a aussi pratiquement la question d'identité, mais on ne va pas rester là-dessus. Donc vous venez du Soudan, vous arrivez au Congo et vous devez partager avec nous les ressources et la terre chez nous. Alors on fait quoi? Bon, je voudrais insister, faire des commentaires sur une notion que je trouve incrustée dans la notion de bien public commun mondiaux. On parle beaucoup du partage. Je crois qu'il faudrait qu'on situe la mesure du partage. En fait, lorsqu'on parle du partage, ce n'est pas un partage des saisissements. Je sais pas, c'est ça qui fait peur. Donc, partage, j'abandonne. Non, je n'abandonne pas. Il ne s'agit pas de ça. Peut-être ce qu'il faut comprendre dans le partage, c'est le partage des responsabilités pour qu'en gérant bien ce bien, cela puisse profiter et faire avancer notre commune terre patrie. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, ce serait intéressant que les journalistes, le professeur dans les médias puissent faire comprendre cela à la population. Alors, pour revenir à la question de Bororo, ça me fait un peu sourire. Hein. Je pense que le grand problème ici, c'est qu'il y a d'abord le problème de sécurité. Comment ce peuple, ce groupe en est arrivé à s'installer. Donc là, il s'agit d'un problème de sécurité pour lequel il faut demander des comptes au gouvernement. Mais en même temps, que ce peuple soit venu en déplacement, c'est qu'ils ont perdu des ressources au départ. Que ce peuple soit venu au Congo et qu'ils se mettent à accéder à nos ressources, mais je ne crois pas que ce peuple dit
aux populations locales qu'il faut qu'on leur cède. J'ai appris que les Mboro utilisent la violence. Oui, ils arrivent, ils sont armés. Alors, ce qui est beaucoup plus important pour nous à retenir, je voudrais peut-être insister sur ça, c'est que même la notion de bien public commun mondiaux, cette notion ne surgit pas en les néant. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'archéologie pour en connaître la condition d'émergence? Évidemment, pas pour impressionner, mais moi je pense qu'il s'agit de la crise du capitalisme. C'est que les sociétés mondiales, les sociétés actuelles, depuis l'ère de la Révolution, se sont mises à consommer les ressources de la nature, je ne dis pas de manière inconsciente, mais de manière incontrôlée. Et c'est lorsqu'on prend la mesure du danger de cette croissance qui peut se faire contre l'avenir de notre environnement, de notre écologie, de notre terroir, que le cri d'alarme en vienne à être lancé. Autrement, on prend conscience des dangers qu'on a, des conséquences des comportements précédents, et puis on dit on change. Les collègues parlent de questions beaucoup plus techniques, par exemple, parce qu'ailleurs on parle de pluies acides. Mais ces pluies acides n'ont pas été données par Dieu, même si on n'est pas là pour prêcher. Mais ce sont des pluies induites de pratiques d'industrialisation. De pratiques d'industrialisation. Alors je pense qu'ici, il nous faut seulement comprendre que, il nous faut avoir la conscience que nous appartenons tous à la commune terre, mère patrie, et que cette appartenance à cette commune terre patrie nécessite que nous prenions la mesure d'une gestion responsable, rationnelle, une gestion prédictable pour l'avenir. Lorsqu'on parle même de la notion du développement durable, c'est lié à cela. Alors, professeur, il ne faut pas utiliser les ressources pour sacrifier les générations à venir. Or, le capitalisme est inconscient. Il voulait tout dévorer maintenant. Je pense qu'il faut constituer à ce niveau-là. Je veux réagir par rapport à ce que le professeur vient de dire. Moi, je pense que cette question devrait d'abord se gérer entre nations. L'on devrait, ou bien l'Organisation internationale des Nations Unies devrait impliquer les nations dans la gestion de ces conflits qui naissent pratiquement tous les jours. Il y a des Mbororo qui viennent sur le territoire ou sur le sol congolais. Vous l'avez évoqué. On ne vit plus comme on vivait en 1885. Aujourd'hui, il y a des conventions. On sait très bien que les frontières de la République démocratique du Congo s'arrêtent à telle borne. Les frontières du Soudan s'arrêtent à telle borne. Je crois que c'est là l'implication de nations, pour faire comprendre d'abord à leurs citoyens qu'on ne vit plus comme on vivait en 1885. Aujourd'hui, il y a des règles qu'il faudrait respecter. Et ces règles sont applicables à tout le monde. Et le professeur l'a si bien dit, la pluie qu'on peut avoir aujourd'hui, elle peut venir de la Zambie, on ne refuse pas. Mais les Zambiens ne peuvent pas venir sur le territoire ou sur le sol congolais sans en informer le Congolais eux-mêmes ou les autorités. D'où l'implication des nations dans la gestion de ces conflits qui naissent, même dans la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui biens publics mondiaux. Autrement, il faut la coopération, il faut... Voilà la coopération, le rôle, je crois, de relations internationales. Alors, oui. Bon, voilà. À ce niveau, il faut d'abord reconnaître que l'ONU, qui est une organisation de régulation des relations internationales et qui joue aussi un rôle important dans ce que je peux appeler la création des normes, et au fond, prenons cet encadrement de manière à voir comment réguler. Donc on parle ici de la problématique de la gouvernance mondiale à ce niveau-là. C'est ainsi qu'il faut comprendre la plupart de toutes les conférences, même celle annoncée par Madame la directrice de l'Institut. Lorsqu'on va devoir réunir toutes les nations du monde, c'est pour voir comment trouver un consensus. Parce que au niveau de la gouvernance mondiale sur cette question, il se pose actuellement pratiquement trois problèmes. Le premier problème, il faut qu'on crée un consensus sur la légitimité pour que nous avons les mêmes préoccupations et que nous devons tous travailler ensemble. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, comment maintenant mettre en place des normes auxquelles nous allons nous astreindre, des normes qui vont devoir réguler ce que nous allons faire. Et le troisième défi, c'est, lorsqu'on prend une norme et qu'il n'y a pas de sanctions,
le problème. Et c'est le problème des normes prises dans le cadre de la gouvernance climatique. Mais là, professeur, vous avez parlé du rôle de l'ONU, puisque l'ONU a jusqu'ici était pratiquement en train de patronner les conférences sur le climat, mais on a vu ses limites notamment quand les États-Unis sous Donald Trump ont carrément essayé de refuser de s'engager dans les luttes climatiques, notamment dans l'accord de Paris, et on a vu que l'ONU était pratiquement paralysée. Et il a fallu voir finalement la France essayer un peu de prendre le lead avec d'autres pays pour essayer d'avancer sur certaines questions. Eh bien, du coup, est-ce qu'il faut repenser carrément le cadre global lui-même de la gouvernance climatique? Non, je pense qu'il ne faut pas trop paniquer. La vie de l'homme est courte, mais la vie de l'humanité est longue. C'est la première considération. Deuxième chose, lorsqu'on analyse l'action de l'ONU, il ne faut pas tellement s'apitoyer sur ces soi-disant échecs, mais il faut voir ce que je peux appeler les effets à long terme. Et je crois que les effets à long terme de l'ONU qu'il faut apprécier, c'est la production des normes. Bon, peut-être je peux le dire. Mais et moi, vous venez de dire ces normes sans sanction, sans contrainte? Non, je n'ai pas encore. Voilà, voilà ce que je veux dire. Voilà ce que je veux dire. En fait, cette production, cette considération à long terme. Excusez-moi, voilà ce que je veux dire. Je pense qu'il y a ce qu'on peut appeler les tendances lourdes. Les tendances lourdes nous amènent vers la prise de conscience de ce que nous sommes, une même humanité, une même terre sur laquelle nous devons agir ensemble. Mais je pense que pour moi, ce qu'a fait Trump, c'est un entracte, parce qu'il y a des acteurs de théâtre ici. Un entracte, c'est un petit geste qui se fait, mais lorsqu'il est parti, qu'est-ce qui est arrivé? La nouvelle administration. Voilà, c'est que la tendance lourde, c'est comment nous insérer sur ce train pour nous gérer collectivement. Nina? Et à cet égard, il faut vraiment garder confiance. J'avais une petite réaction, peut-être une question. La production de ces normes, c'est bien. Mais cette production à long terme, elle ira jusqu'à quand? Je prends l'exemple de la gestion de la guerre de la partie orientale de la RDC. Elle n'a pas commencé hier, elle n'a pas commencé l'année passée. Quand vous regardez au fond, il y a certains conflits qui sont liés à la gestion de certains biens que l'on peut qualifier de biens communs mondiaux. Et précisément à Goma, autour de Béni, la guerre est associée à l'exploitation de ressources naturelles comme le bois, dont la région est assez riche, mais aussi à d'autres substances minérales. Mais Nina, à ce niveau, justement la question des ressources naturelles donne l'impression de vouloir opposer une résistance à cette notion de biens publics mondiaux. Si on prend l'exemple, par exemple, du Brésil, du président Bolsonaro, on a vu que finalement c'est le premier poumon forestier mondial dans l'Amazonie, et donc il dit bien ce sont des ressources, on doit les exploiter. Vous venez dire on ne doit pas les exploiter, c'est des biens communs mondiaux, mais dites-nous qu'est-ce qu'il y a en Occident qui appartient au monde, par exemple. Et du coup, on a l'impression que quand on arrive à la notion de ressources humaines et ressources naturelles, excusez-moi, tout de suite, les frontières naturelles des États remontent. Voilà, donc à mon avis, je crois, quand on parle de la bonne gouvernance, comme vous l'avez soulevé tantôt, on ne doit pas seulement voir les Nations Unies ou les institutions internationales. Il faut que ça commence d'abord par nos pays. Donc, comme tu l'as dit, le président brésilien qui a décidé d'exploiter voilà, les forêts, et voilà, quand il a parlé de ça, toutes les frontières voilà, se sont écroulées pour voilà, susciter des tensions, que voilà, la forêt, l'Amazonie appartient à tout le monde et tout ça, oui, mais est-ce que au départ, parce que le président, c'est lui qui a pris la décision, c'est lui le garant de la nation, il a décidé de gérer à sa façon, mais est-ce que aussi, par exemple, la population qui est dans l'Amazonie, est-ce qu'elle comprend au moins l'utilité de leur forêt? Je peux par exemple prendre l'exemple de la tourbière qui se trouve à un pic à l'équateur, qui a été découvert il y a 2 ans. Comment est-ce que vous attendez à ce que cette population comprenne que cette tourbière-là est un bien public commun? Comment est-ce que vous voulez que le peuple qui vit autour de cette tourbière-là comprenne que la population qui habite à l'autre bout de l'Atlantique dépend de cette tourbière-là?
ils peuvent pas comprendre ça. Donc, c'est justement là qu'il y a le travail de sensibilisation, d'éducation à l'écologie. Tout à fait, effectivement. Donc, c'est là que la bonne gouvernance aussi doit intervenir. Comment est-ce que ces organisations-là travaillent? Mais aussi, nos organisations nationales aussi attendent toujours de l'aide étrangère et tout ça. Mais à force d'attendre aussi l'aide, à force d'étendre la main toujours à l'étranger ou à des aides qui viennent, je ne sais pas, des Nations Unies et le reste, on est en train de perdre le temps. Autrement, pour protéger les forêts, pour protéger des tourbières trouvées, on attend que l'argent vienne de l'extérieur, on ne fournit pas les efforts c'est ça en fait. La bonne gouvernance, c'est d'abord nos institutions nationales. Elles devraient normalement s'impliquer davantage dans ça pour essayer de gérer collectivement la chose. Il ne faudrait pas toujours attendre l'aide qui vient de l'étranger. Je reviens encore au professeur Tshibambe, puisqu'à ce niveau-là, nous parlons de la responsabilité mondiale de la planète pratiquement. Tous les humains devraient se sentir responsables des questions climatiques qui devraient s'améliorer ou prendre conscience du fait que chacun a sa responsabilité dans la destruction, mais ça signifie aussi que il y a une norme qui a été prise au niveau de la COP, c'est que ceux qui polluent plus apportent un peu de moyens pour que ceux qui polluent moins ressentent moins les effets des changements climatiques ou des dégradations climatiques. Mais quand on voit à ce niveau-là, les 100 milliards de dollars promis à la COP 21 ne sont jamais sortis, et quand on regarde les autres promesses, les financements ne vont pas plus loin que les 10% ou je ne sais pas pour certains pays. Et du coup, c'est comme si cette responsabilité n'était pas partagée. Bon, je voudrais vraiment donner un point de vue en tant qu'aussi un être humain. Je pense que lorsqu'on parle de responsabilité dans cette question, il ne faut pas qu'on se leurre trop. Il ne faut pas demander à mon fils qui n'a que 10 ans d'être responsable dans cette question. Il faut demander à un étudiant qui a 20 ans d'être responsable. Voilà. Les responsabilités, on les partage pratiquement au niveau des États. Je pense que ce sont les États qui encadrent les différentes collectivités fragmentées dans les frontières, qui ont la responsabilité première d'avoir la conscience de gérer toutes ces questions-là. Alors, le deuxième niveau de responsabilité, c'est les niveaux collectifs, mondial. C'est à ce niveau-là qu'on fait interférer l'ONU en tant qu'organe de régulation. Alors maintenant, lorsque nous parlons des États, vous savez que, je m'excuse de le dire, vraiment à ce niveau-là, il y a certains États dont la politique est guidée par ce qu'on peut appeler la logique de prédation. Un peu d'irresponsabilité. Vous savez, chaque pays s'organise en ce qui concerne la question des investissements. Chaque pays a des lois en ce qui concerne la protection de son environnement, la protection de la sécurité. Mais lorsque un pays semble être irresponsable et tombe dans la catégorie de ce qu'on appelle les États en faillite, de cet État, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Donc, je vais me résumer pour dire ceci. Il ne faut pas qu'on crée trop d'obscurité pour embrouiller le jeu clair des discussions. Les États sont les instances premières qui régulent toutes les sociétés humaines. Il appartient à chaque État d'avoir cette conscience des responsabilités pour que sur son espace territorial, les frontières, soient bien gérées toutes les ressources naturelles, que ce soit de l'air, non pas l'air, mais il y a de ces ressources-là qu'on peut gérer avec conscience. Mais il faut aussi reconnaître que dans cette question de biens publics mondiaux, je pense qu'on est parti de ce que je peux appeler la crise climatique, la crise des changements climatiques. Mais cette crise provient de quoi? C'est de la surutilisation des ressources naturelles induite du capitalisme. Alors là, je ne veux pas entrer dans les débats, mais maintenant, pour nous du Sud, on n'est pas encore très développé sur le plan industriel, mais comment nous pouvons nous assumer? Oui, c'est bien gérer le problème, c'est celui-là, puisque les effets, nous les ressentons, même si on n'est pas pollueur, même si notre niveau de pollution n'est pas aussi alarmant que dans les pays industrialisés. Mais c'est là justement, professeur Jean-Pierre Djibou. Et donc, la question au départ que j'ai posée, c'est quand on arrive au niveau des ressources naturelles, tout de suite, on ressent que les gens
même qui acceptent des notions de biens publics mondiaux, tout de suite, ils ont envie de se rappeler qu'ils sont tels, je prends l'exemple, quand on a de la RDC, quand on a essayé, on a lancé des prospections dans une partie du lac, du parc de Virunga pour exploiter du pétrole, tout de suite on a vu beaucoup de résistance, même d'énervement de certains Congolais qui disaient mais pourquoi on ne peut pas le faire? Ce sont nos ressources, c'est notre pétrole, c'est nous qui devons disposer de nos ressources. Et du coup, tous les engagements qu'on a pris au niveau de l'écologie, de la protection des écosystèmes, au niveau de l'ONU, on les oublie. En fait, j'ai suivi ce qu'on dit, notre ami c'est Michael. Je reviens un peu là-dessus. Moi, je suis un peu sceptique. Pourquoi? Parce que je ne sollicite pas trop qu'il y ait l'intervention au niveau international et que ce soit eux qui jouent le rôle beaucoup plus important. On a souligné un aspect important, l'État est censé faire son travail. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En 2018, nous avons travaillé avec un financement au niveau mondial qui nous a été envoyé, des COMESA également, pour produire ce qu'on appelle le plan d'adaptation au changement climatique. Ce plan a été élaboré, déposé et il n'a jamais été adopté au niveau du Parlement. Donc ça signifie qu'il y a un problème. Ceux-là qu'on peut incriminer leur rôle, ils régulent et ils trouvent le moyen, ils nous donnent ce moyen. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce moyen? Si les études ont été et que le plan existe, comment on peut ne pas donner les plans d'atténuation et d'adaptation pour l'ensemble de la République alors que ça a été financé? Autant de millions. C'est là que je dis qu'on n'a pas, même si ça a été dit au niveau des COP et qu'on n'a pas reçu, non, on reçoit énormément beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre République, on a tendance de faire de l'environnement un business. Vous n'allez qu'à voir ça dans la ville ici, mais tout à fait, et à chaque fois, on vous dit, bon, journée de l'arbre, et ce sont des maires, ce sont des gouverneurs, ils vont planter. Alors, depuis que ça a commencé, vous êtes journalistes, nous tous, comptabilisons les nombres d'arbres qu'ils ont plantés. On serait dans une forêt. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ne savent même pas faire de suivi. Donc, il y a un problème sérieux. C'est un problème de gestion au niveau local. Les autres, ce sont des institutions. Nous adhérons aux institutions pour qu'on régule, qu'on reste, parce que le monde est devenu un village. Et étant un village, nous devons rester ensemble avec les autres, partager les informations, échanger des informations. Ils nous aident. Mais à quoi bon ça servirait si on n'est pas aidé, on ne s'aide pas soi-même. Ça ne sert à rien. Donc, on pourrait mettre autant des millions, ça ne marchera pas si nous n'arrivons pas à accepter cela. J'ai fait un voyage avec un ministre dont j'étais le nom, on survole le secteur, et il me dit ceci. Mais vous dites toujours, il a dit ça en Swahili, mais vous dites toujours que voilà, il n'y a pas de forêt. Je vous entends toujours dire de forêt. Mais et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ça en Swahili, mais je viens de voir Pori partout. Parce que c'est que lui ne sait pas faire la différence entre la forêt, une savane arbustive et une savane boisée. Non, tout simplement, dès qu'il a vu que tout était vert, ça vaut la peine. Alors, comment il peut m'écouter? Parce qu'il était, à ce moment-là, il gérait l'environnement et on survolait pour ça. Donc, il y a un problème de société. Et au niveau de son responsabilités. Et je reviens à l'aspect, le monde est un village. Il est difficile pour quelqu'un qui a faim de lui demander de ne pas venir. Et c'est comme ça, bon, pour caricaturer un peu, ces bandits qui viennent, est-ce qu'on les invite? On ne les invite pas. Mais parce qu'ils ont fait, ils viennent vous faire du mal. Alors, tous ces gens qui viennent, qui surquillent, tous ces gens qui cherchent pour aller en Europe, ils cherchent pour que la vie soit encore plus meilleure que ça. Alors, imaginez quelqu'un qui quitte l'Afrique du Nord, la désertification est en train d'avancer, ils ne vivent que de bétail, ils n'ont pas besoin de demander le visa. Ils vont utiliser la violence. Et aujourd'hui, nous avons également le désert de Namib qui avance. C'est un pays, le Congo, est en train d'être coincé. Mais c'est là que les politiques devaient se dire
comment pouvons-nous anticiper l'avenir de ces pays si de part et d'autre de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, tout le monde préférait venir chez nous parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de la forêt, parce que qu'est-ce qu'on ferait? Ça doit être anticipé. Mais si nous pouvons nous plaindre, bon, il n'y a pas de souci, mais nous devons anticiper. Et l'anticipation signifie qu'il faut des études énormes et qu'il faudrait effectivement que ceux qui gèrent ces pays commencent à comprendre tout simplement que le monde est en train de changer. Nous pouvons un jour nous retrouver avec des personnes. Vous ne voyez pas, vous prenez l'Afrique de l'Est, vous voyez des individus qui vous boivent de l'eau au niveau des cornes en Somalie, de l'eau très sale. Mais alors vous prendrez quelqu'un ici qui entend la douche, il fait 3 heures. Il s'amuse avec l'eau. Donc à un certain moment, ce type qui n'a pas d'eau, il sait ce que c'est l'eau. Et lorsqu'il trouve qu'au Congo, les gens là ne savent pas le respecter, il viendra. Et par tout le moyen. Donc nous sommes censés faire de la sensibilisation certainement. Le loi, c'est au niveau local. Et il ne faudrait pas qu'au niveau international, qu'on nous dise, voici, nous venons pour la vie de Lubumbashi, on vous dit, nous voulons que vous ayez ceci pour la résilience climatique. Comment pensez-vous pour une ville durable? Alors on est là et puis on s'est dit, tiens, c'est eux qui viennent nous dire, et puis finalement nous acceptons ce qu'ils nous disent de faire, et ils envoient des moyens et ça disparaît. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ce moment-là? Il y a un travail énorme à faire. C'est assimiler, est-ce que réellement nous comprenons qu'il y a un vrai problème de climat? Et venant sous la sécurité internationale, si nous ne parlons que de Covid, qui croyait que ça arriverait ici? Personne. Les gens pensaient que c'est une affaire des Chinois. Donc aujourd'hui, plus nous changeons de climat, plus les réservoirs de virus qui sont des chauves-souris, qui ne meurent jamais de ces virus-là. Mais ce sont des maladies pour eux, c'est vraiment endémique. Et puis, après un bout de temps, il y a une mutation. Et lorsqu'il y a des mutations d'un animal à l'homme, ça devient dangereux. Il faut penser à cette sécurité internationale. Alors, s'il faut penser, il faut voir les causes. Et ce sont les causes qu'il faut continuer et mettre ces pays-là ensemble. Il faut que ces pays se mettent ensemble. Mais avant que ces pays se mettent ensemble, il faut qu'eux-mêmes comprennent. Et qu'eux-mêmes comprennent. Vous avez un exemple simple, quand on vous invite, on vous dit, monsieur, nous voulons faire de votre pays, voici ce que nous voulons verser comme ceci. Et vous donnez une condition pour que je puisse arriver là-bas, je ne peux pas être dans tel endroit, il faut me donner une suite. Et c'est incroyable ça. Donc voilà, des choses pareilles posent question. Nous ne pouvons pas incriminer les autres. Nous avons un vrai problème. Il est interne. Est-ce que nous comprenons réellement qu'est-ce que c'est l'eau? Moi, je pose des questions aux étudiants. Ils sont incapables de vous définir qu'est-ce que c'est l'eau. Est-ce que nous comprenons réellement qu'est-ce que c'est l'air? Quelle est la définition de l'air? Ils vont vous donner un exemple. Parce que pour nous, nous considérons ça comme quelque chose qui nous est donné. J'ai une machine qui inspire, qui expire, et c'est quand on est malade. Et à ce moment-là, on va tout le temps toucher le cœur de quelqu'un qui est malade. On dit non, il respire encore. À ce moment-là, on se rend compte que l'air a un sens. C'est vrai problème. Est-ce que réellement nous savons ce que ça représente? Voilà. Mais en fait, oui, j'avais une question, je ne sais pas s'il y a une question ou un petit commentaire, puisque vous avez évoqué le problème d'eau. Je vais juste donner un exemple du Nil, par exemple, qui suscite un conflit entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, parce qu'il y a un barrage qui est construit sur les Nils en Éthiopie, et ces barrages-là vont permettre d'alimenter en fait, l'Éthiopie d'abord, et aussi une partie du Soudan, et le Kenya aussi va aussi bénéficier de ces courants qui sera générés de ces barrages-là. Alors, le conflit qui est là, c'est l'eau toujours, c'est le Nil. Parce que l'Égypte dit que le Nil, ça nous appartient en fait. Ça attire les sources de l'Égypte. Les Éthiopiens disent non, en fait le Nil, ça tire ses sources ici en Éthiopie. Il y a aussi les Soudans aussi qui réclament et tout ça. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Parce que jusqu'à ces jours, il n'y a toujours pas de solution sur la gestion du Nil. C'est un bien public mondial. En fait, qu'est-ce qu'il faut en fait pour essayer un peu de calmer ces genres de conflits
qui ne s'arrête pas en fait. Ça fait plus de 5 ans qu'il y a ces problèmes-là du barrage de la Renaissance qui est en Éthiopie et qui suscite des conflits entre ces 3 pays. Justement, l'Éthiopie a besoin d'électricité, mais Oui. les autres ont besoin de cette eau parce que ça sert à... Mais c'est une richesse commune. C'est comme le fleuve Congo, c'est commun entre nous, à partir et Congo-Brazzaville. C'est question que les États s'entendent. C'est une richesse commune. Mais on ne peut pas dire à partir de Lubumbashi ou si à Kilé-la-Balanda où ça prend source, par exemple, nous disons, le fleuve est à nous. Là, on est dans la passion. Mais il y a des gens qui vivent de ces fleuves du côté Congo-Brazzaville, du côté Centrafrique également, parce qu'avec Lubangui, il y a des gens qui vivent de ces... Si le Congo décide de détourner l'eau de ce fleuve à partir de Lubumbashi, on pourrait avoir des problèmes avec d'autres pays qui en bénéficient plus loin. Là, c'est une autre question. Vous voyez ça, la déviation des eaux, c'est autre chose. Parce que si vous commencez à détourner, c'est que vous dépossédez les autres qui sont bénéficiaires. Je voudrais faire un commentaire. Bon, voilà. D'abord, je voudrais dire ceci, que si actuellement nous sommes à l'ère des organisations internationales, il faut reconnaître qu'en Europe, où sont nées les organisations, les premières organisations internationales sont nées en ce qui concerne l'aide à la gestion des eaux. Donc, les premières organisations sont nées pour gérer le fleuve en Europe. Autrement dit, non, c'est pour dire ceci, que la question des Nil que vous posez doit être située dans la dimension du droit international en cette matière-là. Lorsque un fleuve traverse plusieurs pays, le droit international donne l'appartenance de la gestion de cette eau à tous les États. Ça n'appartient à personne. Alors, quel est le principe du droit? 1. Gestion commune. 2. Concertation. Alors, ce qui fait que la question de l'exploitation ou de la mise, de la construction du barrage que l'Éthiopie veut faire nécessite vraiment l'intervention, sinon le point de vue de l'Égypte. Parce que l'incidence, c'est que en construisant les barrages sur le Nil, dans la partie supérieure, ça peut avoir une incidence sur la partie inférieure. Il faut la concertation, il faut les consensus. Ça, c'est vraiment une question du droit international. Donc, la gestion de fleuves internationaux a été déjà régulée par les droits. Non pas que je suis fanatique des droits, mais nous sommes dans le monde, il faut vraiment s'y faire. Et curieusement, aujourd'hui... Bon, c'est qu'à un moment donné, ils vont s'entendre. Ils vont vraiment s'entendre. Et ils ne peuvent que s'entendre. Alors, les collègues, je vois, en aparté, ils parlaient déjà de la guerre des eaux. Bon, évidemment, il ne faut pas faire trop de publicité. J'ai déjà publié un livre sur... Non, un article, dans un livre commun sur la gestion de l'eau en RDC. Évidemment, je ne suis pas expert en cela. En fait, ce n'est pas des toute eau dont l'homme a besoin. On a besoin de l'eau douce. Il semble que même si notre terre a plus ou moins 60% en eau, l'eau douce est vraiment rare. Mais avec l'industrialisation, on peut désaliniser l'eau de mer et ça devient potable. Alors, le problème de l'eau au Congo relève... Justement, puisque vous en parlez, professeur Germain Ngoy, la question que je voulais poser justement, c'est celle-là. Au Congo, depuis un temps, on parle de la prochaine guerre, après les guerres physiques qu'on a connues avec des groupes armés. Il y en a encore une centaine actuellement actifs dans l'est de la RDC. On estime que prochainement, on fera, parce que cette guerre est associée à des ressources naturelles comme les minerais, mais prochainement, ce sera une guerre autour de l'eau, puisqu'on vient demander de l'eau au Congo, et le Congo ne réagit pas, notamment pour renflouer le lac Tchad qui se dessèche là. Voilà ce qui se passe. J'ai déjà vu une carte géodésique de l'Afrique. Cette carte donne vraiment une impression qui doit interpeller les Congolais. Le nord est en train de se dessécher, le sud est en train de se dessécher. Il n'y a que l'Afrique centrale où on trouve encore la partie verte sur la carte là. Mais quel est notre avantage? C'est que le bassin du Congo tire sa source à l'intérieur du Congo et dessert tous les territoires. Bon, c'est que quand bien même toutes les parties de l'Afrique seraient en train de se dessécher, nous, les Congolais, nous sommes bénis par la nature. Alors maintenant, si nous sommes bénis par la nature et qu'il y a beaucoup
de possibilités d'eau, les autres riverains vont toquer à notre porte pour solliciter. Vous savez, peut-être un exemple, vous savez, au Congo, il y a une organisation internationale chargée du bassin Congo. Pour vous étonner, l'Angola est membre observateur de cette organisation, en disant non, je crois que nous sommes près de Katanga, la rivière Lualaba semble être près de nous, alors il faut qu'on soit membre. C'est que la rareté, ce qu'on appelle le stress hydrique dont les autres sont en train de souffrir, les conduit à frapper à la porte de la RDC pour que les eaux de la RDC leur soient servies ou que ces eaux-là ne leur soient pas refusées. Et c'est ça les enjeux de la prochaine guerre. Pour ne pas s'éloigner de ce problème, pas plus loin que Lubumbashi, dans les environs, à Sakanya, il y a une source qui s'est carrément asséchée parce qu'on a osé prendre de l'eau plus proche et plutôt que l'eau coule dans le sens naturel, c'est finalement asséché et puis l'eau va dans l'autre sens. C'est un problème jusqu'ici encore. Pour peut-être répondre à la question que vous avez posée au professeur Germain, je crois que la réponse elle est affirmative. Affirmative pourquoi? Regardez toute la convoitise qu'a aujourd'hui la République démocratique du Congo. On a semblé ne pas le dire ici. C'est tout le monde qui veut investir et qui veut contribuer dans la construction ou dans la finalisation du projet Grand Inga. Pourquoi? On se rend compte que la RDC, avec toutes ses chutes, avec son fleuve Congo, la RDC peut servir l'Afrique entière. On a besoin d'électricité, on en a besoin, et voilà. Et voilà. C'est là que je disais au professeur, peut-être j'ai été mal compris, l'implication des nations, d'abord des nations africaines. En parlant de l'implication des États, moi je vois l'implication de tout le monde. Parce que l'État, on peut considérer un État ou une nation comme un système. Et dans ce système, il y a des éléments. Et chacun à son niveau devrait contribuer avec le peu qu'il a pour que ce système garde sa forme, que ce système soit encore plus vivant. Les originaires, Nina l'a évoqué aujourd'hui, avec la tourbière. Est-ce que ceux qui sont dans les alentours de la tourbière connaissent réellement la tourbière? Parce que moi, j'ai regardé la vidéo de la découverte de la tourbière. J'ai vu des expatriés. Je crois que c'est une société anglaise, une société britannique, qui était à l'origine de la découverte de la tourbière. Est-ce que les originaires ont été associés à cette découverte? On a expliqué aux originaires le bien fondé de cette tourbière. Maintenant, il faudra qu'on leur explique parce que c'est des choses qu'ils ne connaissaient probablement pas. Ils voient la boue. Ils voient la boue. Pour eux, c'est la boue. Oui, justement. Pour eux, c'est la boue. Il faudra maintenant que... Mais ça, c'est le rôle des pouvoirs publics congolais. Le pouvoir public congolais, oui, mais c'est aussi le rôle de tous ceux qui vivent sur le sol congolais. Tous nous sommes impliqués. Nous, en tant que médias, nous devrions faire notre part. Notre part, c'est de sensibiliser, de dire par exemple à cette communauté riveraine qui vit autour de la tourbière, dire qu'il y a cette tourbière, vous devrez la protéger. Parce que vous pouvez mener une action. Cette action ne peut pas avoir des conséquences, peut-être en RDC, ça pourrait avoir des conséquences en Zambie. Voilà. Ça pourrait avoir des conséquences dans une autre nation. C'est là l'implication de tout le monde en tant qu'élément du système pour que le système ne puisse pas disparaître. Alors, professeur Jean-Pierre Djibou, est-ce que la question elle-même ou le concept de la guerre de l'eau, ce n'est pas du tout un rêve ou il y a quelque chose à redouter là-dessus? Non, il ne faut pas prendre ça comme un rêve. Hein. Et la plupart des guerres, c'est autour des ressources naturelles. Au niveau mondial, c'est à cause de ça. Soit c'est à cause de l'eau, soit c'est à cause des terres arables, soit c'est à cause de pâturage, de minéraux. Toutes les guerres, la plupart, c'est comme ça. Donc, quand l'homme a besoin de quelque chose, de ressources naturelles, et qu'il trouve qu'il y a un blocage, il va le chercher par violence, par force. Alors, il faut anticiper, en fait. Mais anticiper, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible.
Oui, justement, puisque nous allons vers la conclusion, donc quel mode de gouvernance, et vous parlez justement de l'anticipation, oui? Oui, donc je reviens, parce que si nous parlons de mode de gouvernance, première chose qu'il faut connaître, c'est que il faut intégrer dans tout ce qui est gestion la notion du développement durable. Mais il faudrait également qu'il y ait un civisme écologique. Donc, il faut commencer cela comme éducation. On ne peut pas simplement gouverner, on doit éduquer depuis l'école primaire et secondaire. Donc, ce civisme écologique doit intégrer l'homme africain de manière générale, tel que nous sommes. On a horreur de la nature. Ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un dans la bourse, il préfère siffler parce qu'il a besoin de causer avec l'inconnu. C'est par peur. Ce qui fait qu'en certains moments, on a un terrain, on préfère tout raser et mettre du pavement. Parce qu'on a horreur de la nature, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on joue sur ça. Il faut un travail énorme sur ça. Et une fois... Réconcilier les humains avec leur nature. Et la sensibilisation, c'est quelque chose d'important. Et nous avons les codes, quand on parle ici de la cartographie. C'est une question très, très complexe. On nous donne la cartographie de la RDC depuis l'époque coloniale, où tout était bleu, et toutes les rivières. Mais en réalité, ces rivières, la plupart, il y a beaucoup de rivières qui ont disparu, qui ont séché. Vous arrivez dans la dépression des Kamalondo, où il y avait une 50aine de lacs, aujourd'hui vous en comptez une 40aine. Et d'autres que vous ne pouvez voir que pendant la saison de pluie. Et pendant la saison sèche, vous pouvez traverser. C'est que quelque part, les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais ce qui se passe au nord, et également ici chez nous. Les nombres de jours de pluie ont diminué. Apparemment, on a tendance de croire que ça marche. Et il fait extrêmement chaud à Lubumbashi. Il pleut et il fait extrêmement chaud. C'est contradictoire. Ici, on a vécu une période où c'était une ville où il faisait très froid. Une fois il pleut, tout le monde était bien habillé parce qu'il fallait se protéger contre le froid. C'est l'inverse. C'est que quelque part, nous avons le même problème. Intégrer vraiment la notion de développement durable dans la gestion, et nous avons les instruments. En réalité, que ce soit au niveau national, international, on a tous ces instruments au niveau national, mais malheureusement qui ne sont pas appliqués. Et il faut que ça soit appliqué, et qu'on ait des hommes, comme on dit, des hommes d'État, et non des hommes politiques qui pensent aux élections futures, et nous, de laisser les choses aux générations futures. Merci beaucoup, professeur. Merci. Professeur Germain Ngoï Tshibombe, ce sera pour vous aussi un mot de conclusion, mais quel mode de gouvernance? En ce qui me concerne, je pense que le mode de gouvernance doit tenir compte de plusieurs paliers, dont le plus important sont, le palier national, gouvernemental, propre à chaque État. Je pense qu'il n'y a qu'à ce niveau-là qu'il faut attendre tous les sens des responsabilités. Évidemment, à ce niveau-là, il faut maintenant intégrer ce que nos amis journalistes aiment, l'opinion publique nationale, la population qui a appris, qui n'a pas illettré, etc., etc. Le deuxième niveau, c'est le niveau mondial. Du reste, c'est au niveau mondial, c'est pour ces niveaux-là qu'en est venue à naître la notion de bien public commun mondial. Donc, on ne peut plus imaginer vivre seul sur cette terre, sur ce bateau, sur ce navire, que je ne veux pas appeler Titanic. En tout cas, il faut qu'on ait la conscience qu'on est ensemble sur cette terre. Donc, autrement, ça, c'est des niveaux-là. Rester solidaire aussi. Rester solidaire. Donc, ça, c'est des niveaux-là. National, plus de responsabilités, plus d'essence d'homme d'État. En fait, gouverner, c'est prévoir. Merci beaucoup, professeur Nina. En parlant des biens publics mondiaux, et donc comment ça se gère pour que ce soit beaucoup plus concret en contexte congolais? Moi, j'insiste beaucoup plus sur la participation des communautés locales parce qu'elles jouent un très grand rôle, dans le sens où elles doivent comprendre que, par exemple, en coupant les arbres, on est en train de créer une certaine, je ne sais pas, on va peut-être influencer le changement climatique, on va peut-être détruire, je ne sais pas, la faune et tout ça. Mais quand vous adressez à cette population-là qui manque du courant, par exemple ici, nous manquons du courant à Lubumbashi, ce n'est pas dans toutes les communes où il y a du courant. Ok, on va préparer comment, on va cuisiner comment, on va acheter les charbons. Ce charbonnier-là qui va couper les arbres dans la forêt, lui, il s'est dit que voilà, la forêt, ça m'appartient, je peux l'utiliser comme je veux parce que j'ai payé aussi les taxes. Donc, parce qu'il paye aussi les taxes. Et comment interdire à cette population-là qui manque de quoi survivre, lui interdire à couper les arbres dans la forêt, par exemple, il ne peut pas
pas comprendre. Il faut peut-être lui dire ou mettre dans un contexte un peu quotidien, genre, tu sais, quand tu coupes les arbres comme ça, d'ici 10 ans, tu ne pourras plus boire la bière, par exemple. La bière, au lieu d'écouter 1000 francs, elle va coûter 10 000 francs dans ces contextes-là. Il va se dire, ah ok, d'accord, donc si j'ai continué à couper les arbres comme ça, je ne pourrai plus survivre d'ici 15 ans. Il n'y aurait plus encore la production, la Brassima ne peut plus encore produire la bière et Michael. tout ça. Donc merci, j'ai trop Merci parlé. Nina. Michael, ce sera le dernier mot, rapidement. Je vais me résumer en disant ceci. Il faudrait faire des très bonnes études. Des études applicables au contexte africain. Si ces études-là existaient ou existent, il faut les appliquer. Il ne faut pas attendre. Deuxième de chose, procéder à la sensibilisation. La sensibilisation, premièrement, des États. Des États qui sont impliqués dans la gestion, mais également dans la conservation de la nature. Après la sensibilisation probablement le rôle des organisations locales. Après la sensibilisation des États, la sensibilisation des communautés locales, les originaires, ceux qui vivent au quotidien avec ce bien. Et la troisième des choses, c'est l'acceptation, qu'on ne se voile pas la face. Il y a des communautés ici en République démocratique du Congo qui ont du mal à s'accepter. Si ces communautés arrivaient à s'accepter, je crois qu'elles pourraient bien gérer ces choses et on n'aura pas de conflit. Autrement, faire moins de conflits pourrait être bénéfique à tout le monde. À la planète entière, et c'est très important. Et des études ont montré que où se développent des conflits généralement assez violents, la destruction de la nature va aussi beaucoup plus rapidement. En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, les professeurs, messieurs et madame, les journalistes, d'avoir répondu à cette invitation pour ce débat sur les biens publics mondiaux. Un débat de l'Institut français de Lubumbashi, la Halle de l'Étoile. Merci à vous tous qui avez répondu à cette invitation. Merci.